Cependant, les bonbons ont aussi leur mauvais côté. Se sentir à l'école et découvrir la vraie vie. En effet, il peut y avoir des personnes mal intentionnées. C'est pourquoi je pense que la technologie ne pourra-t-elle jamais remplacer les enseignants. Notre ère se dégrade de plus en plus. Et vous allez savoir si le graffiti est de l'art ou pas. Nous allons commencer par le commencement. Je m'appelle Yasmine et le thème que j'ai choisi est « Faut-il aimer quelqu'un pour le respecter ?» Mais quand c'est eux qui doivent résoudre des problèmes, hop, ils sortent la calculatrice. Alors que moi, je n'ai pas le droit de me tromper. Imaginez un jour, vous avez soif. Vous vous dirigez vers le lavabo, vous ouvrez le robinet et là, stupeur, plus d'eau. L'humour et la moquerie semblent proches, mais en réalité, c'est très différent. Pourquoi les adultes, en particulier les professeurs, classent toujours les mathématiques ou le français comme matière importante et les arts comme matière secondaire? Encore une bizarrerie des adultes, sans doute. Si on se fait toujours ce que les autres pas, on ne sait même plus ce qu'on aime vraiment. Roi sous le règne de Louis XIV, le roi était à la mode chez les garçons. Et même le roi soleil de cette monarchie absolue portait des couleurs vives. Souvent que les héros sont des personnes fictives de télévision ou encore de cinéma et ont des pouvoirs extraordinaires, Superman, Spider-Man ou encore Batman et Captain America. Est-ce que vous allez bien? Je n'ai rien entendu. Est-ce que vous allez bien? Eh bien, c'est très bien. Alors, je vais vous demander un petit peu d'attention. On va faire le silence. Vous êtes 475 dans la salle. Donc, c'est beaucoup.
Donc, comme vous le savez, on va démarrer sur le 3e défi de l'éloquence, parce que c'est la 3e année que nous faisons ce défi. Nous avons 48 élèves de CM2 qui ont été auditionnés, 19 ont été sélectionnés. Il y a eu 15 séances de janvier à mai où les finalistes ont été accompagnés par Agathe et Ambrine de l'équipe Activité éducative. On peut les remercier. Agathe, on va nous rejoindre après. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des élus qui ont porté ce projet. Remercier aussi parce qu'il y a des parents et des professeurs qui sont venus vous accompagner. Donc on remercie chaleureusement nos parents. Remercier l'association A6CB, la parenthèse enfantine, l'Aude à la littérature, vous pouvez les applaudir, la Relève Bariolée. Vos directeurs d'école et vos directrices d'école, les enseignants, nous l'avons fait tout à l'heure. Et alors surtout, remercier le conseil municipal des enfants parce que c'est votre projet. Alors je voudrais avoir une petite pensée également, puisque là on a le défi de l'éloquence au niveau de la commune, sur la ville de Vineux-sur-Seine, mais nous avons des jeunes de Loli, pour ceux qui connaissent, qui sont au concours d'éloquence à la région Île-de-France, sur toute la région. Et donc là on va attendre les résultats, mais normalement on devrait les avoir aujourd'hui ou demain, pour savoir si on a des gagnants vigneusiennes. Donc on croise les doigts pour eux, et on pense à eux très fort. Et je vous souhaite un très bon défi de l'éloquence. C'est à vous, mesdames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que c'est mon public? Bonjour à tous. Les adultes ont-ils toujours raison? Pour moi, non. Bref, regardons ça de plus près. Commençons par les devoirs, les maths. Ils aiment dire « Tu as fait une erreur dans tes devoirs ». C'est pas 56 le résultat. Mais quand c'est eux qui résolvent des problèmes, ils se disent ça dans leur tête. Alors attends, si 4 x 4 ça fait 16 x 16. Oh là là, c'est trop compliqué. Ma puce, tu peux aller me chercher la calculette s'il te plaît? Alors que moi, je n'ai pas le droit de me tromper. Moi, ça fonctionne comme ça. Alors si ça peut faire ça, et que ça peut faire ça, mais que c'est pas assez, il lui faut donc 3 bonbons au lieu de 2. Vous avez remarqué la différence, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je vais vous le dire, moi, ils ont la flemme. Eh oui, ils demandent même à leur enfant d'aller chercher la calculatrice. Sans oublier leurs fameuses règles bizarres. Pas de dessert avant d'avoir fini tes légumes. Mais la semaine dernière, j'ai vu maman manger du gâteau au chocolat à 17h43 sans même avoir touché une carotte. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu les adultes, c'est différent. Bah non, c'est pas différent, c'est de la triche. Non mais, c'est pas juste parce que moi, je dois manger des haricots verts avant mon yaourt, mais maman, elle peut manger une carotte sans rien d'autre manger. Franchement, vous trouvez pas que c'est injuste? Bon, ils ont plus de connaissances et de savoir, et ont souvent raison. Mais la vérité, c'est qu'ils font semblant de tout connaître. Et souvent, ils improvisent. Et vous savez quoi? Je suis même sûre qu'ils devraient m'écouter plus souvent. Après tout, la vérité sort de la bouche des enfants. Et ça, ils ont du mal à l'accepter. Puis, on peut tous apprendre les uns les autres, peu importe notre âge. Merci de votre attention et de votre compréhension.
lavabo, vous ouvrez le robinet et là, stupeur, malheur, plus une seule goutte d'eau, même plus en bouteille. Que ferions-nous? Alors oui, on nous répète depuis des années qu'il ne faut pas gaspiller l'eau, car c'est une ressource précieuse et limitée. Mais on entend aussi souvent que la Terre est majoritairement recouverte d'eau et que le niveau des océans a même tendance à monter. Du coup, on n'y comprend plus rien. Alors pourquoi économiser l'eau? On pourrait croire que sur notre planète, l'eau est une ressource illimitée. Mais c'est faux. Bien que la Terre soit énormément recouverte d'eau, beaucoup de régions de France et dans le monde manquent d'eau. L'eau douce est une ressource indispensable pour vivre. Et pourtant, on a tendance à la gaspiller. La Terre est recouverte d'eau à 70%. 97% d'eau de mer et seulement 3% d'eau douce, sans pour autant être potable et accessible à l'homme. Chaque jour, nous utilisons des litres d'eau sans vraiment penser aux conséquences que cela pourrait avoir. Or, chaque petit gaspillage, même par petite quantité, a un impact à l'échelle mondiale. Ce qui va définitivement nous amener à perdre notre ressource la plus précieuse. Mais alors comment l'économiser? Économiser l'eau peut passer par une multitude de petites actions. Prendre des douches au lieu de prendre des bains, couper l'eau lorsque l'on se savonne, et même utiliser des récupérateurs d'eau de pluie dans son jardin. En conclusion, nous utilisons beaucoup d'eau sans réfléchir aux conséquences. Cela peut réellement avoir des impacts sur notre planète. Alors, allons-nous attendre qu'il soit trop tard pour changer nos habitudes? Merci de m'avoir écouté. Bonjour, vous connaissez tous les réseaux sociaux comme YouTube, WhatsApp, TikTok et Facebook, n'est-ce pas? Oui. Je m'appelle Abdou et je vais vous donner mon avis sur l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants. Tout d'abord, les réseaux sociaux étaient destinés aux adultes, mais beaucoup d'enfants curieux ont voulu essayer. Ils ont trouvé ça très amusant et malheureusement, c'est là que débute l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants. Maintenant, les jeunes enfants de 12-13 ans trouvent ça amusant d'arnaquer, insulter ou faire de fausses publicités ou cyberharceler d'autres personnes. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le cyberharcèlement, c'est du harcèlement en ligne et sur les réseaux sociaux. Puis sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais à qui on a affaire. Par exemple, un adulte pourra se faire prendre pour un ami et te donnera rendez-vous puis t'enlèvera. Pour votre information, j'apprends là cette année que le réseau le plus utilisé est Facebook avec 1 milliard d'utilisateurs, c'est qui est énorme. En deuxième position, nous avons TikTok, sur nous le passe le plus de temps de 23 heures par mois et de plus de 3,5 milliards de personnes se connectent sur les réseaux sociaux chaque jour. En conclusion, le message que je voulais faire passer est de ne surtout jamais laisser un enfant utiliser les réseaux sociaux, car il apprendra un mauvais langage et je pense qu'il faut les inciter à aller vers les applications éducatives. Merci infiniment de m'avoir écouté, j'espère que mes arguments vous ont convaincu. Et vous, pensez-vous que les réseaux sociaux sont pas valables pour les enfants? Aussi, je voudrais faire des dédicaces à ceux qui me sont soutenus. Je voudrais aussi faire des dédicaces à ceux qui m'ont soutenu, comme les maîtresses, mes amis, ou sinon la directrice. Donc, Aïmel qui m'a soutenu, Jamil, Prince, Jimmy, Naïef, et j'espère que j'ai oublié personne. Vous pouvez les applaudir. Bonjour à tous. J'ai entendu une histoire sur le fait que les filles aiment plus le rose et le garçon le bleu.
les garçons, cela est un stéréotype. C'est-à-dire une idée très répandue, mais qui n'est pas forcément vraie. Et cela... Mais la question que tout le monde se pose, c'est d'où vient ce stéréotype? Il a commencé dans les années 1940 et 1950, dans le domaine du marketing, qui a lancé cette tendance aussi bien pour les vêtements que les jouets. Mais avant cela, les couleurs étaient inversées. En effet, les filles étaient vêtues de bleu en référence à la Sainte Vierge Marie. Quant aux garçons, le rose leur était attribué, étant une teinte dérivée du rouge, et donc représentant la force. Vous connaissez les garçons, toujours à vouloir faire leur intérêt. Mais on comprend pourquoi, sous le règne de Louis XIV, le rose était à la mode chez les garçons. Cela ne s'arrête pas qu'à l'histoire. Au rugby, où la force est très dominante et donc associée aux garçons, beaucoup d'équipes connues ont eu des maillots roses. Vous vous imaginez des garçons au rugby avec des maillots roses? C'était une grande première. Pourtant, le Real Madrid de 2014 à 2015, l'Everton d'Angleterre de 2010 à 2011 et les Stades de France de Paris de 2005 ont tous eu des maillots roses. D'ailleurs, le maillot de football officiel du PSG cette année ne serait-il pas rose? Après l'émission Apollo envoyant des hommes sur la Lune, la NASA, agence spatiale américaine, travaille aujourd'hui sur la mission Artemis, qui a pour but que la première femme pose son pied sur la Lune d'ici 2027. À ce titre, l'équipage portera des scaphandres, ce qui veut dire des combinaisons bleues. Mais ce n'est pas fini. Puisqu'on observe aussi les couleurs si particulières de notre cher drapeau français. En effet, le bleu représente les femmes. Quant au blanc, lui, représente l'innocence et la pureté des enfants. Le rouge, lui, donc, représente les hommes. En somme, on peut dire qu'il est facile de croire que les préjugés sont perpétuels, mais certains moments de la vie nous montrent et nous rappellent que les couleurs n'ont pas toujours eu la même signification le même sens au fil des siècles. Pour moi, les couleurs sont universelles et non pas de genre. Mais après tout, à chacun ses goûts. Si nous abandonnions ces stéréotypes et ces préjugés et que nous nous acceptions les uns les autres, nous saurons enfin respecter le choix de chacun. Je vous suis reconnaissant de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Le recyclage est une solution face à la pollution. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler des points positifs et négatifs du recyclage. Commençons par une petite définition. Le recyclage, c'est le fait de transformer les déchets pour leur donner une seconde vie. Cela permet d'éviter l'extraction de nouvelles ressources naturelles, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. Le recyclage est devenu un enjeu majeur dans nos sociétés. Parmi les avantages, on peut citer la réduction des déchets qui finissent dans les décharges ou les usines d'incinération, car ces méthodes de traitement polluent autant que leur fabrication. La baisse de la pollution de l'eau et de l'air. Moins de fabrication neuve, donc moins d'énergie polluante utilisée. Mais attention, le recyclage n'est pas parfait. Le saviez-vous? Parfois, il faut beaucoup d'énergie pour recycler certains matériaux. Et le résultat ne vaut pas toujours l'effort. De plus, tous les déchets ne sont pas recyclés. En France, seulement 20% des déchets sont recyclés, les autres sont enfouis ou brûlés. Ce qui libère des gaz polluants comme le méthane ou le CO2.
Et quand les déchets finissent dans la nature parce qu'on a eu la flemme d'aller jeter notre canette dans une poubelle, par exemple, ils mettent des années à se dégrader et polluent durablement notre environnement. Parce que cette canette, petite soiselle, va mettre 100 ans pour se dégrader et à disparaître. Alors oui, le recyclage est utile, mais il faut aussi réduire nos déchets et mieux trier pour protéger notre environnement. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas. Et n'oubliez pas, recycler c'est bien, mais moins jeter c'est encore mieux. Bonjour à tous. Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous sommes gentils, cela nous rend heureux, alors que pour d'autres personnes, il n'y a aucun effet? Cela nous pousse alors à nous demander si la gentillesse rend plus heureux. Tout d'abord, il faut savoir que ce genre de question n'a pas toujours de réponse très évidente. C'est donc pour cela que je ne vous répondrai pas simplement par un oui ou par un non. Mais pourquoi? Parce que chaque être humain est différent et unique. Chacun a ses sentiments et a donc sa façon de ressentir des choses. D'ailleurs, quand on est gentil, on reçoit souvent un merci ou un sourire en retour. Et ça, c'est une vraie source de bonheur, une énergie qui nourrit notre cœur. Mais pour certaines personnes, être gentil ne change absolument rien à leur bonheur. Peut-être que cela cache un mal-être, des problèmes dans leur vie, qu'elles traversent une période difficile et que leurs préoccupations sont ailleurs. Par exemple, imaginez un enfant comme nous qui aime jouer à sa console de jeux vidéo. Il se réveille un matin et pouf, elle ne fonctionne plus. En étant gentil avec lui, cela ne va pas réparer sa console. Alors, cela n'a pas de lien avec la gentillesse, mais avec des choses matérielles. À l'inverse, une fois, j'ai vu une dame âgée qui voulait traverser le passage piéton. Je l'ai aidée. Arrivée au bout de ce passage piéton, j'étais contente de moi car je l'avais aidée. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que réaliser de bonnes actions fait de notre monde un lieu où règne l'entraide et la compassion, surtout lorsque cette gentillesse est sincère et naturelle. Et laissez-moi vous dire... Alors oui, il est vrai que la gentillesse ne fait pas toujours le bonheur, mais elle y contribue, et dans les temps que nous vivons, nous en avons bien besoin. Et vous, est-ce que vous pensez que la gentillesse fait toujours le bonheur? Oui ou non? À vous de choisir. Merci à tous de m'avoir écouté. Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui fait régulièrement débat dans la société et en politique. Le port de l'uniforme scolaire. Au départ, l'uniforme scolaire a été imposé dans les lycées par Napoléon pour discipliner les élèves. En France, nous l'avons abandonné en 1968, mais il se porte encore dans de nombreux pays. À présent, les défenseurs du port de l'uniforme pensent qu'il favorise l'égalité et l'inclusion. Il est destiné à réduire les inégalités sociales en évitant que les élèves puissent être jugés par la qualité ou la marque de leurs vêtements. Et qu'il apporte aussi un sentiment d'appartenance à son établissement. Et le matin, quand nous nous levons, cela nous ferait gagner du temps. Car nous n'aurions pas à nous demander si ce pantalon va avec ce haut ou toute autre question composant la tenue. Cependant, l'uniforme ne réduit pas entièrement les différences, il les masque. Car malgré l'uniforme, un élève qui vit dans un milieu défavorisé a plus de mal à apprendre qu'un élève qui vit dans un milieu plus privilégié, car leurs parents sont souvent moins disponibles pour les aider. De plus, des recherches montrent que les élèves sont capables de détecter l'origine sociale de leurs camarades grâce à d'autres indices comme le langage ou la manière de se tenir. Enfin, le port de l'uniforme réduit la capacité des élèves à s'exprimer car les vêtements sont aussi un moyen d'exprimer notre personnalité. Merci de m'avoir écouté.
que les héros sont des personnes fictives de télévision ou encore de cinéma. Mais savez-vous qu'il existe des personnes sans super pouvoir à qui peut-on donner le titre de super-héros? Ils font partie de notre quotidien et ils contribuent à un bon déroulement de la société. Je vous parle ici des médecins, des infirmières qui ont le pouvoir de sauver des vies, ou encore des pompiers et des policiers qui mettent leur propre vie en danger pour nous sauver. Et nos enseignants, ne sont-ils pas des héros de tous les jours, eux qui nous aident et nous préparent pour notre avenir? Être un héros, c'est aussi aider tout le monde autour de nous, comme les personnes âgées, les enfants handicapés. C'est penser aux autres, par exemple, en donnant aux associations pour aider les plus pauvres à manger. On peut même aider ses parents pour les tâches ménagères comme ranger sa chambre, débarrasser la table, qu'ils aient du temps pour se reposer. Dans ce cas, nous devenons leurs super-héros, non? Et oui, on a tendance à oublier que les héros sont présents dans notre vie quotidienne et qui ont un rôle essentiel. Grâce à leur courage et leur dévouement, nous avons même des célébrités qui inspirent et motivent les autres. Chacun de nous peut devenir un super-héros dès lors qu'on agit avec bienveillance dans le but d'aider les autres. Le véritable héroïsme se trouve dans chacun de vous et il suffit d'écouter votre cœur pour le voir. Merci d'avoir écouté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du graffiti. Est-ce que c'est de l'art? Ou juste des grillages sur les murs. Le graffiti est né dans les années 1960 aux États-Unis dans les rues de Philadelphie. Une ville qui compte aujourd'hui plus de 4000 fresques. Deux jeunes ont commencé à écrire leur nom sur les murs. C'était des signatures rapides qu'on appelait des tags. Puis à New York, avec des artistes, il s'est répandu dans le monde entier jusqu'en France. Puis à New York, Aujourd'hui, certains graffitis sont de véritables œuvres d'art. Mais pour moi, il y a plusieurs sortes de graffitis. Tout d'abord, il y a ceux qu'on voit parfois sur les murs. Des slogans, des insultes ou des signatures illisibles. Ces graffitis sont souvent faits sans autorisation. On parle alors de vandalisme. C'est interdit et ça peut coûter cher à nettoyer. Mais le graffiti, ce n'est pas que cela. C'est aussi une forme d'expression artistique. Un moyen de faire passer un message, de parler de l'actualité ou de dénoncer des injustices. Par exemple, près de la salle Paul Langevin, j'ai vu un graffiti avec écrit Gaza. Il faisait réfléchir. Et près du stade Georges Brassens, un vieux mur blanc est devenu une fresque colorée. Sur les Jeux Olympiques réalisés pour le passage de la flamme à Villeneuve. Moi, j'ai trouvé ça très beau et créatif. Alors, le graffiti est-il de l'art? Oui. Quand il est bien fait, qu'il fait parler ou qu'il rend la vie plus belle. Mais pour que le street art soit respecté, il faut aussi respecter les règles. Merci à tous. Bonjour à tous. Avez-vous déjà vu une plage polluée? Moi oui, et croyez-moi, c'est vraiment triste à voir. C'était une journée avec ma famille pour une journée à la mer. Mais en arrivant, stupeur. On a retrouvé les sables recouverts de déchets, surtout de déchets plastiques ramenés par les vols. On a finalement dû annuler notre journée. Alors je vous demande, faut-il interdire l'utilisation du plastique? On en utilise partout pour emballer nos aliments, les bouteilles, les jouets. Mais savez-vous comment il est fabriqué? Le plastique est fabriqué essentiellement à partir de pétrole, auquel on ajoute tout un tas de produits chimiques. Et cela rend sa fabrication très polluante, car cela libère le gaz à effet de serre. Et cela perturbe tout. Les plantes ne poussent pas dans le bon endroit, les animaux doivent se déplacer pour se nourrir. Et il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Inondations, sécheresses, ouragans, canicules, feux de forêt, fonte des glaces. Avec la fonte des glaces, le niveau des océans monte. Si cela continue, des villes près de la mer et des îles entières pourront bientôt disparaître.
Et après qu'on a utilisé le plastique, que devient-il? Chaque année, une grande partie de plastique finit dans la nature. Dans les océans, le plastique se décompose en minuscules morceaux auxquels on appelle microplastiques. Et on en retrouve partout, dans l'eau, dans les animaux marins, et même dans les poissons qu'on mange. Avec les animaux, c'est encore pire. Une tortue, par exemple, peut s'étouffer avec le plastique, peut confondre un sachet plastique avec une méduse et peut l'avaler. Et s'ils ont fait rien, l'eau deviendrait irrespirable et l'air irrespirable. Merci de m'avoir écouté. Bonjour. Est-ce que les maths et le français sont plus importants que les arts? Moi, c'est Selma et je vais vous prouver que cette idée est complètement fausse. Pour commencer, j'aimerais vous parler de quelque chose que je ne comprends pas et je suis sûre que vous aussi. Non mais franchement, pourquoi les adultes, en particulier les professeurs, classent toujours les mathématiques et le français comme matière importante et les arts comme matière secondaire? Et vous voulez des preuves qu'il le faut? Eh bien les voici. Déjà, à l'école, on fait des maths et du français tous les jours, alors que l'art plastique, par exemple, on en fait une fois par semaine et 1h45, 2h, grand maximum. C'est injuste, vous ne trouvez pas? Et puis, est-ce que vous avez déjà eu un professeur qui vous a dit « Alors tenez, c'est votre devoir d'art plastique à rendre pour lundi, et faites-le dès que ça saute, ça comptera pour votre moyenne. N'oubliez pas, il y a bientôt l'évaluation !» Eh bien moi, je suis sûre que non. Pourtant, bien des preuves démontrent que cette idée préconçue est complètement fausse. Mozart, par exemple, ce brillant compositeur, il a su déchiffrer une partition à l'âge de 6 ans, sans savoir lire ni compter. Vous me croyez pas? Et Frida Kahlo? Cet artiste peignait des magnifiques toiles à seulement 10 ans, sans connaître aucune de ses tables de multiplication. Mais à l'inverse, Marie Curie n'était pas très douée, même après avoir côtoyé une école d'art pendant longtemps. Mais malgré ses difficultés, elle est devenue une brillante chimiste. Alors oui, sans mathématiques, il n'y aurait ni pont, ni fusée, ni immeuble, et sans français, ni livre, ni littérature, ni langage. Mais vous imaginez la vie sans art? Ce serait fade. Vous imaginez? Plus de peinture dans les musées, plus de logos sur les baskets, et même plus de chansons sous la douche. Donc en conclusion, je pense que si les maths et le français sont importants, les arts le sont tout autant, et ce qui compte, c'est d'être heureux dans son domaine. Merci de m'avoir écouté. Bonjour. Faut-il aimer quelqu'un pour le respecter? Pour l'instant, revenons sur les mots aimer et respecter. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire. Aimer, c'est avoir de l'affection, du goût ou de l'attachement pour quelqu'un. Respecter, c'est traiter quelqu'un avec considération, ne pas lui porter atteinte. Moi, je dirais ça plus simplement. Aimer une personne, c'est apprécier très voir quelqu'un, c'est la chérir et se sentir proche d'elle. Respecter une personne, c'est l'écouter, la traiter gentiment et ne pas lui faire du mal. Alors, faut-il absolument aimer quelqu'un pour la respecter? Une personne, je veux dire. Beaucoup pensent que l'amour pousse au respect, car lorsqu'on aime quelqu'un, on veut son bien. C'est vrai, mais est-ce une obligation? Non, on n'a pas besoin d'aimer quelqu'un pour le respecter. Le respect, c'est reconnaître que chaque personne a de la valeur, même si on n'aime pas, même si on n'apprécie pas. Par exemple, à l'école, si je croise quelqu'un que je ne connais pas, je peux quand même lui dire bonjour, l'écouter sans le juger, être poli envers lui. Cela ne veut pas dire que je l'aime, mais je lui montre du respect. L'amour est un sentiment personnel, tandis que le respect est une attitude importante pour bien vivre ensemble. D'ailleurs, j'ai posé la question à ma tante, tu préfères être aimé ou respecté? Elle m'a répondu, être respecté. Pourquoi? Parce que selon elle, si on te respecte, on t'admire. Et quand on t'admire, on finit par t'aimer. C'est son opinion. Et je la respecte.
Mais pour moi, le respect ne doit pas venir de l'amour ni de la peur. Il doit venir d'une chose simple. Chaque personne mérite d'être traitée avec dignité et donc d'être respectée. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et maintenant, imaginez une école sans professeurs, où seulement des robots et des écrans. Bonne ou mauvaise idée? Et au fait, qu'est-ce que la technologie? La technologie, c'est tout ce qui est dans l'informatique, comme les robots et les machines. Mais attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Imaginez, vous êtes dans votre classe, vous attendez votre professeur, et tout d'un coup, un robot arrive, avec les bras tout droits et tout gris, mais aussi avec une voix de robot. Ça ne vous ferait pas peur? Mais vous savez, il y a des gens qui comparent un enseignant et un robot, alors que tout le monde sait qu'un robot a plus de facilité, comme corriger plus vite et ne fatiguera pas. Mais les robots ont aussi des inconvénients. Comme par exemple, n'auront pas le même lien qu'on a avec nos professeurs, vu qu'ils n'ont pas de sentiments. Et aussi, car ils obéissent à une programmation. Mais une machine peut tomber en panne, être victime d'une cyberattaque, et en plus, ça pollue énormément. Et si un robot se trompe, il ne pourrait pas comprendre ses erreurs comme un humain. Et d'ailleurs, l'art et le sport, c'est humain. Donc ça veut dire qu'ils ne pourront ni nous l'enseigner, ni nous en faire une démonstration. Et si on remplace les enseignants par des robots, cela veut dire que les policiers, les médecins, les pompiers et d'autres métiers seront aussi remplacés par des robots. Attendez, et les enseignants, eux, dans tout ça? Un enseignant, lui peut être fatigué ou malade, mais nous aide quand on doute et nous félicite quand on progresse et corrige nos devoirs avec empathie et justesse. Un professeur, ce n'est pas juste quelqu'un qui corrige nos devoirs. Non, c'est une personne qui nous protège, qui nous motive, qui nous soutient. Et ça, aucun robot ne pourra jamais le faire. Donc de ce fait, pour ma part, les enseignants resteront toujours nos professeurs et la technologie ne remplacera jamais les enseignants. Merci de m'avoir écouté et merci de votre compréhension. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un sujet de très bon goût pour vous. Imaginez une école où les bonbons seraient autorisés en classe et à la récréation. Ce ne serait pas super? À première vue, l'idée semble merveilleuse, presque magique. Qui n'aimerait pas croquer dans un petit bonbon pendant une journée d'école? Ces petites douceurs avec leurs couleurs éclatantes, leurs saveurs variées sont souvent synonymes de plaisir et de partage. De même, après un contrôle difficile ou une longue journée, un petit bonbon peut être une récompense qui redonne le sourire. Cependant, derrière ce plaisir se cachent des risques bien réels. Les bonbons, riches en sucre, peuvent abîmer nos dents, provoquer des caries. Personne n'aime passer son temps chez le dentiste. De plus, selon des études, une consommation excessive de sucre peut nuire à la santé, provoquer un manque de concentration, de l'agitation, et à long terme favoriser des maladies comme le diabète ou l'obésité. Ces conséquences nous obligent à réfléchir. Est-ce vraiment une bonne idée d'autoriser les bonbons à l'école ? Certains diront qu'il faut les interdire pour toutes ces raisons. D'autres affirmeront qu'ils sont un plaisir innocent qui mérite d'être présent. Et si, au lieu de choisir entre tout autoriser ou tout interdire, on trouvait un juste milieu? Par exemple, les bonbons pourraient être réservés à des occasions spéciales comme les anniversaires ou les fêtes de fin d'année. Ainsi, on pourrait en profiter sans en abuser. En conclusion, les bonbons,
C'est comme beaucoup de choses dans la vie. Il ne faut pas en abuser. On peut en manger de temps en temps, mais pas tous les jours, n'est-ce pas? L'important, c'est de trouver un équilibre pour rester en bonne santé, tout en se faisant plaisir. Alors, et vous, qu'en pensez-vous? Les bonbons à l'école, c'est oui ou c'est non? Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Le recyclage est une solution face à la pollution. La pollution menace notre environnement. Chaque jour, notre air se dégrade de plus en plus. Pour vivre, un être humain a besoin de respirer. Or, la qualité de l'air que nous respirons ne cesse de se polluer. En effet, notre air s'appauvrit en oxygène. Ainsi, en se dégradant de jour en jour, cela peut engendrer des maladies pulmonaires et des troubles cardiaques. Pourquoi cet appauvrissement? Tout d'abord, nos automobiles et nos avions, mais aussi nos moteurs de nos industries consommeraient dans le monde 200 fois plus d'oxygène que la totalité des êtres. Pourquoi cet appauvrissement? De nos industries consommeraient dans le monde 200 fois plus d'oxygène que la totalité des êtres. Maintenant, je veux vous parler du recyclage. Le recyclage permet de protéger notre environnement, mais aussi le recyclage est devenu un enjeu majeur dans notre société, car cela permet d'éviter les émissions de gaz à l'effet de serre, dues à l'extraction de nouvelles ressources naturelles. Donc vous pensez que le recyclage aide la planète? Au lieu de mettre nos déchets dans une seule poubelle, nous pouvons les mettre dans les poubelles vertes, grises et jaunes. En faisant ça, nous vivrons plus vieux. Moi, je pense que le recyclage est une solution face à la pollution. Donc s'il vous plaît, mettons nos déchets dans les bonnes poubelles. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le recyclage est une solution face à la pollution? Merci de m'avoir écouté. Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous déjà absolument voulu un vêtement juste parce que tout le monde le portait? Moi, ça m'est déjà arrivé. La mode a fait beaucoup de bonnes choses pour la société. Par exemple, elle a aidé les femmes à être plus libres. Avant, les femmes devaient porter des vêtements serrés, ce qui les empêchait de bouger. Mais aujourd'hui, je me pose une vraie question. Est-ce qu'être à la mode est si important que cela? Moi, je pense que non. D'abord, la mode change tout le temps. Un jour, c'est les jeans larges, le lendemain, c'est les pantalons serrés, et après, les chaussettes sur la tête. Si on suit toujours ce que les autres parlent, on ne sait même plus ce qu'on aime vraiment. Tu deviens comme un caméléon qui change tout le temps de couleur. Mais pas pour te cacher, pour essayer d'être à la mode. Ensuite, beaucoup de gens veulent être à la mode pour avoir des compliments ou pour éviter les moqueries. Mais tu peux avoir les baskets les plus chères de la classe. Si tu es méchant, personne n'aura envie d'être ton ami. Et à l'inverse, si tu portes un je suis trop grand ou le je suis de ton grand cousin, on t'aimera pour toi. Un vrai ami ne regarde pas ton t-shirt, il regarde qui tu es à l'intérieur. Et puis, beaucoup de gens veulent être à la mode pour avoir des compliments ou pour éviter les moqueries. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des vêtements à la mode. Est-ce que ça veut dire qu'ils valent moins que les autres? Bien sûr que non. Il y a des gens qui sont super stylés avec 3 fois rien, juste parce qu'ils osent être eux-mêmes. Moi, par exemple, j'aime bien porter du classe quand je sors. Et tu sais quoi? Je me sens bien car c'est moi qui ai choisi. Alors, est-ce qu'il faut vraiment être à la mode pour avoir des amis ou pour éviter les moqueries? Moi, je pense que non. La mode, c'est bien, mais ça ne devrait jamais décider à votre place. Le plus important, ce n'est pas ce que vous portez, mais ce que vous êtes. Merci de votre attention et j'espère que vous avez
production. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du recyclage, car sinon, personne ne saura si ça va vraiment aider la planète. Le recyclage est une bonne action pour les objets, créer des objets, aider la planète. Mais recycler dans des usines n'est pas la meilleure manière de recycler. Car en recyclant là-bas, nous polluons en même. Plusieurs bouteilles suffisent à créer un pull en polaire. 4 briques de lait suffisent à créer un rouleau de papier toilette. Enfin, avec 2 kg de canettes, on peut faire une trottinette. Mais pourquoi les déchets sont-ils triés? Pour récupérer du plastique, du papier, du carton, de l'aluminium, de l'acier. C'est pour créer des choses. Cela est déjà mieux que gâchir. Le recyclage papier est-il si important? Je vais vous répondre à cette question. Oui, il est important, car on évite de couper les arbres. Le recyclage est très pratique, il réduit la pollution. Moins de déchets signifie moins de pollution de l'air, de l'eau et des sols. Le recyclage est très pratique. Le recyclage est un geste simple et essentiel pour protéger notre planète et construire un avenir plus durable. Le recyclage peut être difficile, mais ça devient une habitude. C'est un peu comme une maison géante, et comme dans toutes les maisons géantes, il y a des déchets. Au lieu de les jeter, de les laisser s'accumuler, on peut le recycler. Donc pour la question finale, le recyclage peut vraiment aider la planète. Pour mon avis, Oui, il peut vraiment aider la planète, car cela nous permettrait de vivre plus longtemps, avoir de meilleurs paysages et continuer d'habiter sur la planète bleue au lieu de grise. merci de votre attention. Bonjour à tous. Qui ici adore manger des bonbons? Moi, en tout cas, c'est certain. C'est sûr que vous connaissez. Moi, je suis un grand fan des Dragibus. Ils sont colorés, sucrés et tellement irrésistibles. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passerait si les bonbons étaient autorisés partout et tout le temps à l'école? Ça semble sympathique, mais pourtant, est-ce vraiment une bonne idée? Tout d'abord, ces gourmandises, bien que délicieuses, sucrées et irrésistibles, cachent un côté sombre. Si on mange trop de bonbons sans se laver correctement les dents, qu'est-ce qui se passe? Des caries. Et soyons honnêtes, qui a envie de passer tout son temps chez le dentiste juste à cause de quelques bonbons? Mais ce n'est pas tout. Si on en abuse, on risque aussi de se retrouver avec des maux de ventre ou bien même de prendre du poids. Résultat, moins d'énergie pour courir et jouer à la cour de récréation, ce que personne ne veut. Et ce n'est pas tout. Trop de sucre peut même entraîner des maladies graves comme le diabète, quand notre corps n'arrive plus à gérer tout ce sucre qu'on lui donne. Vous voyez, ces bonbons, si mignons soient-ils, ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air. En fait, c'est comme donner du mauvais carburant à une voiture. Elle ne fonctionnera plus très bien. Tout comme nous. Et maintenant, imaginez la scène dans la salle de classe. Les papiers qui craquent, les bonbons collés sous les tables. On penserait plus aux bonbons qu'à ce que le maître ou la maîtresse essaie de nous expliquer. Et maintenant, à la cour de récréation. Si on court avec un bonbon dans la bouche, on peut trébucher, de 1, se faire mal, et de 2, on peut s'étouffer. Et bien sûr, cela ajouterait un stress inutile à nos enseignants qui devraient veiller sur nous pour éviter les accidents. En toute honnêteté, je pense que permettre les bonbons à l'école est une mauvaise idée. Mais il y a une solution bien plus raisonnable à tout ça. Gardons-les pour les goûters d'anniversaire, comme ça tout le monde en profitera et tout le monde est content. Et n'oubliez pas, les bonbons c'est bon, mais avec modération. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous.
blague, puis remarquer que quelqu'un était triste à cause d'elle? L'humour et la moquerie peuvent sembler proches, mais en réalité, ils sont très différents. D'abord, parlons de l'humour. L'humour, c'est quand on fait rire les autres, avec gentillesse. On raconte des blagues, on imite quelqu'un, mais toujours sans blesser. L'humour apporte de la joie, détend l'ambiance et crée de bons souvenirs. C'est comme un rayon de soleil dans une journée. Mais la moquerie, c'est différent. C'est quand on rit aux dépens de quelqu'un, en mettant en avant ses défauts ou ses erreurs, pour se sentir supérieur. La moquerie peut blesser, rendre triste et même briser la confiance en soi d'une personne. Par exemple, vous aimeriez qu'on se moque de votre look ou de votre origine? Imaginez que vous adoriez jouer au foot et que vous voulez devenir professionnel et que quelqu'un arrive et se moque ouvertement de vous. Cela ne vous blesserait pas? Voici une image pour mieux comprendre. L'humour, c'est comme si on offrait une fleur. C'est doux, ça fait plaisir. La moquerie, c'est comme si on la jetait au visage de quelqu'un. Ça fait mal. Alors, comment savoir si c'est de l'humour ou de la moquerie? C'est simple. Si tout le monde rit, même la personne concernée, alors c'est de l'humour. Mais si quelqu'un est blessé ou gêné, alors c'est de la moquerie. Nous devons toujours faire attention à nos mots, car un mot peut réconforter, mais aussi peut blesser. Par exemple, regardez les humoristes. Ils ont plein de gens qui viennent les voir et pourtant, ils se moquent. Mais ils font très attention à leurs mots et à leur public. Et tout ça avec de l'humour. L'humour fait rire, mais mal utilisé. Une blague dans la récréation ou sur Internet peut être drôle pour certains, mais humiliante pour d'autres. Alors, rions avec les autres, pas contre eux, parce que l'humour, c'est magique, mais seulement si elle ne fait mal à personne. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et aussi, petite dédicace aux personnes qui m'ont soutenue: Minola, Gina, Lina, Zeynab, Raïs et Zeynab. Et Agathe et Ambrini. Et au jury, Pour la mention encouragement, j'appelle Amani Dedorerio. Félicitations Amani. Pour la mention encouragement, j'appelle Mélania de Joliot-Curie. Pour la mention encouragement, j'appelle Soirée d'Alamachoum.
J'appelle pour la mention encouragement Boubacar d'Alain Bachou. J'appelle Abdou de Robin Roland. Félicitations Abdou. J'appelle Wassim de Louise Michel. Toujours pour la mention encouragement, il en reste 3. Alessia des Rouvres. Bravo. J'appelle Ahmed de Louise Michel. Bravo Ahmed. Dania de Sonia Delaunay. Alors, mention spéciale pour l'émotion transmise, j'appelle Lisa de Romain Roland. Félicitations. Bravo à Lisa. Mention spéciale pour l'humour, j'appelle Malak de Mandela. Bravo Malak. Mention spéciale pour l'originalité du discours, j'appelle Fatoumata de Bachon. Bravo Fatoumata. J'entends. L'originalité du discours. C'est bon? C'est bon? Mention spéciale pour la qualité de l'écriture, j'appelle Selma de Jolocuré. Bravo Selma. Mention spéciale pour la qualité de l'éloquence. J'appelle Zaineb de Mandela.
nous arrivons à la mention spéciale coup de cœur du jury. Il y en a deux et j'appelle Yasmine Derriot et Jacques. Le coup de cœur du jury, Yasmine et Jade, félicitations. Bravo à vous, je peux les applaudir. Alors attention, nous allons arriver sur le podium. À la 3e place, j'appelle de l'école Sonia Delaunay, Ilyassa. Bravo Ilyassa pour la 3e place. J'appelle pour la 2e place l'école des Rouvres, l'IA. Bravo l'IA pour la 2e place, école des Rouvres. On peut quand même encore applaudir Agathe et Ambrine qui vous ont coaché pendant toute la session. Bravo à elles. Et nous allons passer à la 1re place du concours Éloquence 2025, 3e édition. J'appelle de l'école Mandela, Maïva. Merci à tous pour votre participation, aux parents, aux enseignants, aux directeurs et à tous les lauréats de cette édition 2025. Bon retour et à l'année prochaine.